Bienvenue à Ciné-Histoire spéciale Criterion. On poursuit notre expérience du micro 360. Là, je pense que ça sonne pas trop pire, d'après ce qu'on a entendu dans l'autre émission. Donc, on espère que ça va bien continuer comme ça, parce que je trouve que la discussion est plus dynamique comme ça, qu'on peut se regarder dans le blanc des yeux, n'est-ce pas, Jade? Ben, certainement. Écoute, on retombe en amour avec l'autre, on se regarde dans le blanc des yeux pendant qu'on parle pas parler de même, là. Ben, c'est ça, là, on communique plus. Fait que c'est ça, on profite de Ciné-Histoire Criterion pour se regarder, franchement. Puis se parler de cinéma. C'est ça, se parler dans le micro, là, c'est ça. Et voilà, donc aujourd'hui, numéro 30, fait qu'on va, à la fin de l'émission, vous présenter nos top 10, dans le fond, top 10, notre classement, parce que top 10, c'est un peu drôlement dit, là, mais le classement des films de cette dizaine-là, de 21 à 30 chacun. Puis donc, un petit top 3 aussi des films de 1 à 30 aussi, on va essayer de faire ça... à chaque dizaine, dans le fond, juste pour voir si le silence des agneaux se fait déclasser. Donc, c'est ça. Fait que numéro 30, M de Fritz Lang. Ou du titre original, Eine Stadt sucht einen Morden. Hein, évidemment. Mordeur, oui, c'est vrai. A city searches for a murderer. Oui, parce qu'on va le voir aussi, le titre a changé quand même souvent à travers la production du film. Je vous expliquerai pourquoi, et on va même vous expliquer le titre aussi, sans trop... c'est pas vraiment un spoil là, non plus. Non, pas du tout. Mais on vous expliquera ça aussi, on va essayer de faire ça un peu plus souvent, peut-être pour des films où le titre, Picnic at Hanging Rock, parce qu'il y a un pique-nique. C'est ça, à Hanging Rock. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, mais pour celui-là, il est quand même cool. Le titre, mais bon, je vais te laisser en parler un peu du film, justement. Oui, certainement. Dans le fond, je commence avec la fiche technique. Donc, c'est un film de Fritz Lang. C'est un film de 1931 d'Allemagne, évidemment. C'est notre plus vieux Criterion à présent. Là. 1931, là, on est au tournant, au début là, des films parlants. Là. Les premiers, on sait que le premier film parlant, c'est 1927 de Jazz Singer, en tout cas, généralement. Puis, ça prend un peu de temps, mais c'est ça. En 1930, vraiment, là, c'est propagé. C'est quand même assez fréquent. Il n'y a plus vraiment de cinéma muet, donc c'est ça. Il est vraiment très vieux. Des beaux faits, là, justement, par rapport au traitement du son dans le film. Là, tu vas pouvoir y revenir un peu plus tard. Exactement. Donc, c'est un film de crime, thriller. C'est un film de mystère. Là. On est dans une enquête... pas policière cette fois-ci, criminelle, disons. À demi. Mais c'est ça, on est dans une enquête dans des meurtres qu'on essaie d'élucider. C'est un film en noir et blanc, format 1:19:1. Ce qui est très particulier comme format, vous en conviendrez. C'est parce que ça, j'ai lu un peu dessus, mais pas tant que ça. Là, mais c'est comme pendant... En tout cas, pour accrocher, je sais pas comment ça marche en fait, comment tu fais pour coller le son au film ou à la bobine, là. Mais je pense que ça a rapport à ça, parce que pour mettre la bobine de son, en tout cas, le format de l'image va changer un petit peu, là, puis en tout cas, c'était complexe, mais c'est comme vers la fin des années 30 que le format, le format de l'académie, là, qui est le format qui était le plus utilisé, qui est le 1.37.1, là, qui est essentiellement 4.3. C'est comme plus vers la fin des années 30 que ça va devenir populaire. Puis comme c'est c'est le plus vieux film qu'on a vu, puis les autres avant c'était 1938, qui eux aussi employaient un 4.3. Donc c'est ça, vu que c'est un vieux film, ça fait en sorte que c'est ça, le format est un peu bizarre. Il y en a un autre très vieux film et qui s'en vient prochainement, au niveau numéro 30. Je crois, un film de 1922. Nanook of the North, notre premier documentaire aussi qu'on va pouvoir fait que je sais pas si ça va être quoi le ratio non plus de celui-là, mais ça devrait pas être si conventionnel que ça, mais bon, on verra. On pourra vous en reparler à l'émission 33. Je ferai mes recherches rendues là. Certainement. Donc, dans le fond, je vais parler de tous les gens là, qui ont travaillé sur le film après, là, fait que je vais juste finir les petits faits là, intéressants. Dans le fond, le film a eu un box-office de 35 000 $ pour 1930. Là, c'est quand même correct. J'imagine que c'est bien. Là. Mais bon, on peut à 5 sous l'entrée, je sais pas. Là. Ouais, c'est ça. Mais bon. On disait, c'est ça. C'est un film de Fritz Lang. Là. Fritz Lang qu'on connaît surtout, j'ai l'impression, pour Metropolis de 1927, qui est un film que tu affectionnes. Je l'ai jamais vu au complet. En fait, il dure quand même 3 heures, ou en tout cas un bon 2 heures
et plus, là, 40, là, je sais pas combien. Mais c'est comme un pilier dans la science-fiction, là, avec au même titre, mettons, que Voyage dans la Lune de Georges Méliès ou des trucs comme ça. C'est ces films-là aussi issus de l'expressionnisme allemand, des espèces de décors disproportionnés à la Tim Burton, des trucs comme ça. Mais ouais, je l'avais vu sur Netflix à l'époque, il était sur Netflix. Metropolis, mais ouais. Oh, wow. C'est ça. C'est vraiment très novateur, puis des effets spéciaux comme ça se peut pas. Ouais, mais je me rappelle plus dans quel contexte on avait lu justement là, que c'est le Métropolis de. Tu sais, puis c'est toi qui m'avais justement montré ça. C'était avant le début du projet, là. Je sais, ça fait quand même longtemps, là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me dit de quoi. Non, je pense que mais, c'est quand on faisait notre recherche sur La Belle et la Bête, puis les effets spéciaux. Ah, ça se peut, ouais. Ça, puis on avait regardé des vidéos YouTube, là, je pense en tout cas, il y avait des effets spéciaux de Buster Keaton, là, qui sont... ou Harold Lloyd, là, qui se pitchent en bas de l'image. C'est ça. Ouais. Mais je pense que c'est là. Oui, c'est super vidéo super intéressante, justement, sur les effets spéciaux sur YouTube. Mais Fritz Lang, dans le fond, il a fait, c'est ça, Metropolis en 1927. Il y a aussi une série, là, Les Docteurs Mabuse, là, que peut-être vous connaissez. Dans le fond, il y a Docteur Mabuse en 1922, Le Testament de Docteur Mabuse en 1933, puis Le Diabolique Docteur Mabuse en 1960. Fait que des films qui sont quand même une trilogie, mais, tu sais, espacée, là, quand même. Fritz Lang, apparemment, mettrait dans tous ses films un plan de sa propre main dans tous les films qu'il fait. Fait qu'on pense avoir peut-être identifié là, à quel moment dans M on voit justement la main, là, on pourra y revenir plus tard. On dit que c'est un des réalisateurs les plus détestés en Allemagne et aux États-Unis, dans le fond, parce qu'il n'y a pas une bonne réputation, là. C'est quelqu'un de super difficile, là, qui est très exigeant, puis qui avait poussé Peter Lorre dans les escaliers, là, dans une scène où il tombe d'un escalier, justement. Fait que ça, c'est quand même... particulier, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est comme Fritz Lang, comme plusieurs réalisateurs allemands aussi de l'époque, vont quitter l'Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale, puis vont aller s'établir à Hollywood. Il y a Ernst Lubitsch aussi qui va faire ça. Il y en a d'autres, là, Georges Wilhelm Pabst ou Max Ophuls, mais c'est ça, il a fait beaucoup de films américains, Fritz Lang. Moi j'ai vu pas In a Lonely Night, c'était quel donc? En tout cas, j'ai vu un film noir justement de Fritz Lang sur la collection, sur le channel de Criterion, que j'avais vraiment apprécié. Mais c'est ça, il a fait un beau passage à Hollywood là, des années c'est ça, là, 35 à 60. Mais j'avais vu aussi, là, oui, peut-être Hollywood, là, mais il s'est aussi exilé un petit peu en France après une conversation avec Goebbels, là, parce que il avait été proposé de faire des films, puis il a fait « Ah, je vais penser à ça ». Puis il est parti, finalement, il a vendu les bijoux de sa femme pour s'acheter un billet de train. Puis finalement, quand il s'est rendu compte qu'il était pas là, elle était pas super contente. Puis elle l'a divorcé quelques temps plus tard, mais c'est ça parce qu'il voulait pas s'embarquer là-dedans, justement. Puis elle, pas longtemps après, là, je pense que c'est ça aussi qui a comme officialisé leur rupture, là. Elle a full adhéré à ce mouvement-là, puis elle est vraiment devenue... Elle a travaillé avec eux, elle a fait des films de propagande nazie pour eux, puis lui, il a jamais voulu s'embarquer là-dedans. Parce que Fritz Lang aussi était à moitié juif aussi, là, ce qui c'est aide les pas parents vraiment. de sa mère qui disaient... Là, ce qui aide pas vraiment quand t'es dans l'Allemagne nazie de ces années-là, mais... puis c'est ça, sa femme aussi va adhérer au parti, puis tout ce truc-là, fait que... Fait que c'est ça, il s'est éclipsé là, vers la France là, avant probablement Hollywood, mais bon, enfin, ce petit détail comme ça. Il est souvent cité là, comme une influence pour Hitchcock, Louis Buñuel ou Orson Welles, puis même Orson Welles d'ailleurs, on a fait quand même des rapprochements là, entre un film de Orson Welles puis celui-là qu'on va pouvoir exposer là, plus tard. Il aurait pu, Fritz Lang, réaliser le cabinet du docteur Caligari, donc il se l'était fait présenter, mais il avait dit qu'il avait peur que les gens comprennent pas trop l'histoire puis tout ça, puis il voulait pas s'embarquer là-dedans, mais bon, ça reste quand même un bon classique qu'il aurait pu ajouter à sa filmographie, mais bon. Dans le film M, c'est lui qui va doubler le sifflement de Peter Lorre. Dans le fond, il y a comme un... c'est la chanson In the Hall of the Mountain King, je crois. On pourra y revenir un peu plus tard, mais ça occupe une place quand même assez importante dans l'histoire. Là. Effectivement. M, c'est son premier film parlant, puis ça aussi, on a des beaux faits à dire. Puis il y a plusieurs de ces films qui ont été bannis justement par Hitler et Goebbels.
bon, ben coudonc, hein. Puis, Ouais, il y a dont M. Oui, évidemment. c'est ça, exactement. Puis on va l'expliquer aussi. Et il a 3 films dans la collection. Ouais, 3 films dans la collection. Puis on en possède un que j'ai acheté à Sundance. Pas Sundance, mais en tout cas en Utah. Puis c'est Ministry of Fear. Donc un film américain, ou en tout cas britannique peut-être, là, mais c'est ça sur la Deuxième Guerre mondiale. Puis l'espèce de paranoïa autour en tout cas, je sais pas trop, puis on pourra en reparler. On va en reparler certainement quand c'est le numéro 649. On se rapproche drastiquement. À une vitesse folle. Ouais. M, dans le fond, le producteur est Seymour Nebenzahl, qui est un des producteurs les plus importants là, du passage, dans le fond, du cinéma muet au cinéma parlant. Il a travaillé avec beaucoup de réalisateurs, dont George Wilhelm Pabst. Je sais pas s'il est parent avec la bière. Malheureusement non, il est allemand, mais il y a plusieurs films dans la collection. Tous les réalisateurs que tu vas mentionner, ils ont tous plusieurs films dans la collection. Là. Donc Douglas Sirk, qui est un autre avec qui il a travaillé, Samuel Fuller aussi a travaillé beaucoup avec, parce que Samuel Fuller écrivait des films pour Douglas Sirk. Donc, un échange de bons procédés. Certainement. Il y avait aussi Edgar G. Ulmer, puis Lang. Donc, c'est ça. Il va être, Seymour Nebenzahl, forcé à l'exil par le régime nazi en 1933. Donc, il s'en va en France produire d'autres films... Des films d'autres exilés, dans le fond, comme Robert Siodmak ou Max Ophuls. Puis il travaille avec tous ces réalisateurs-là à Hollywood là, quelques années plus tard. Fait que c'est un peu comme tu disais, là, qu'ils vont tous se transporter vers Hollywood, finalement. Le scénario est signé Fritz Lang et Thea von Harbou, qui était sa femme, dans le fond. Ensemble, ils ont aussi écrit Metropolis. Ce film-là, M, c'est un des derniers qu'ils ont fait ensemble parce que, justement, elle a été infidèle, en plus d'avoir, justement, des liens là, avec le parti. Puis, on l'a déjà dit, Fritz Lang était à moitié juif, donc ça va pas super bien. Puis, on mentionne aussi, au niveau du scénario, Egan Jacobson. Dans le fond, on parle d'un article qu'il a écrit parce que le personnage principal de M serait peut-être inspiré là, d'une vraie personne. Dans le fond, tu vas pouvoir nous en parler davantage tantôt. Le directeur photo du film est Fritz Arno Wagner. C'est un des directeurs photo les plus influents de l'expressionnisme allemand. Le montage est signé Paul Falkenberg. Pas d'informations sur lui. Les décors de Emil Hassler et Karl Volbrecht. Pas non plus d'informations. Tu ris de comment j'ai non, ben c'est correct. C'est pas évident quand on parle de films étrangers, des films japonais, des trucs comme ça. Volbrecht, je pense que c'est bien. Les maquillages, Wilhelm Weber, probablement. Chez Weber. Le studio, on parle de Nerofilm. Le distributeur, Verengit Starfilm GmbH. Fait que, je me risquerai pas à prononcer GMU. Mais bon. Donc, c'est ça pour la fiche technique. Oui, puis tu peux parler peut-être de l'édition Criterion. Oui, qui a quand même beaucoup de stock. Là. On parle d'une version restaurée. On parle d'une version restaurée, un commentaire audio par Anton Case, qui est auteur d'un livre sur M dans la collection BFI, dans le fond, probablement le British Film Institute, Film Classics. Il y a aussi un commentaire par Eric Rentschler, qui est auteur de The Ministry of Illusion, Nazi Cinema and Its Afterlife, donc le film de propagande, justement. Il y a une conversation de 50 minutes avec Fritz Lang. Il y a un film de Claude Chabrol, qui est M le maudit, qui est inspiré de M, puis une interview avec Chabrol, justement, sur les techniques de Fritz Lang. Fait que bon. Une interview avec Harold Nebenzahl, qui est le fils du producteur, Seymour Nebenzahl. Il y a des cassettes audio, dans le fond, de l'éditeur Paul Falkenberg, qui parle du film puis de son histoire avec des images par-dessus. Il y a un documentaire sur l'histoire de M, de la production à la distribution et la restauration digitale de la part de Criterion.
Il y a des photos behind the scenes, puis des dessins de la production. On parle de sketchs, là, probablement des planches, j'imagine. Bon, fait que c'est quand même super intéressant. Des sous-titres en anglais. Un essai du critique cinématographique Stanley Kaufman, puis une entrevue de 1963 avec Fritz Lang. Puis sur la version Blu-ray, il y a la version anglophone du film et le script d'une scène manquante. Fait que quand même ouais. Cool à avoir. Puis il y a 3 articles de journaux, probablement des articles là, justement ouais. du fait vécu, si on veut, là, qui est à la base de M. Oui, ben exactement, voilà parce que si on rentre dans le film, c'est basé en fait sur le cas, ben en fait, c'est pas trop clair. Fritz Lang s'est défendu en disant que c'était pas le cas, mais bon, ça serait basé sur Peter Kürten, qui est un tueur en série en Allemagne en 1920, puis qui s'attaque justement aux enfants, mais Lang, il dit qu'il... Justement, on l'a pas mentionné. Ah, ben non, c'est vrai, qu'il s'attaque aux enfants, comme dans ce film-là. Comme dans le film. Oui, puis... c'est ça, Lang il dit que c'était quand même un mal assez répandu en Allemagne à l'époque, donc il s'est inspiré de Kürten, mais il s'est inspiré de plein d'autres aussi. Bon, il y avait une liste, je les ai pas notés, mais bon, sachez que c'est Kürten, oui, mais c'est beaucoup d'autres cas et de situations qui faisaient la une des journaux allemands de l'époque. Donc le film s'ouvre en fait sur des enfants qui jouent dans une cour extérieure d'un immeuble résidentiel. On mentionne pas dans quelle ville se situe l'action, mais on devine que c'est une grande ville quand même. Peut-être Berlin, hein, je sais pas. Une femme met la table et attend que sa fille Elsie revienne de l'école. Plusieurs parents vont chercher directement leurs enfants à l'école parce que dans les journaux, on raconte qu'un tueur en série s'attaque aux enfants puis qui rôde dans la ville. Donc, comme de fait, le kidnappeur va ravir Elsie et envoie une lettre au journal local pour revendiquer le meurtre et dire qu'il va sévir à nouveau. Évidemment, la mère est désemparée, mais on la quitte assez rapidement en fait pour garder le focus sur Karl Lohmann en fait qui est comme en charge de l'enquête pour retrouver ça. Il reçoit beaucoup de pression de la part de l'administration de la ville pour justement le capturer. Ils parviennent à extirper, disons, plusieurs indices à partir de la lettre qui est envoyée à la presse. On verra comment, mais il y a quand même des techniques assez novatrices pour l'époque. Puis il y a justement, il va faire pour essayer de le trouver, justement, ce coupable-là, il va faire plusieurs raids dans des endroits interlopes là, où le crime organisé sévit, donc des bars comme dans des sous-sols ou des trucs comme ça, donc des endroits dans des ruelles, en tout cas dans des lieux qui sont comme gérés par le crime organisé. C'est quelque chose que eux autres ils aimeront pas, hein, le crime organisé. Ça va perturber un peu leur en fait, ce qu'ils disent, c'est que ça nuit à leur réputation parce que eux ils s'attaquent pas aux enfants. Ouais. Puis là il y a quelqu'un qui nous bat dans le fond puis qui s'attaque aux enfants, fait que les autres leur but ça va être de le trouver pour qu'ils puissent regagner le contrôle là, du crime organisé. Mais bon, ouais, c'est particulier. Mais c'est ça, c'est après quelques interventions de la police que The Safecracker, ou le terme allemand Der Schranker, en fait qui est le surnom d'un des boss de l'organisation criminelle. Ils vont convoquer une réunion de tous les chefs d'organisation, puis ils conviennent ensemble de lever leur propre enquête pour retrouver le coupable, en demandant entre autres aux itinérants d'inspecter les rues de la ville pour essayer de le retrouver. La police parvient à retrouver le coupable avec justement les indices qu'ils ont réussi à trouver avec la lettre. Puis ils l'attendent chez eux. Ils ont trouvé son adresse aussi parce qu'on va se mettre à fouiller dans des asiles psychiatriques, des rapports d'anciens patients. Donc c'est ça, ils trouvent l'emplacement puis ils attendent impatiemment que le tueur revienne, mais il ne revient pas en fait parce que il est un peu retrouvé d'une certaine façon par les membres du crime organisé. Puis il y a comme une espèce de chasse à l'homme qui s'installe dans une usine, d'une tour à bureau. Beaucoup de Third Man de Orson Welles. Mais c'était pas dans ça qui irait. Un peu, mais c'est pas Orson Welles, c'est Carol Reed en fait. Mais il joue dedans en fait. Oui, Orson c'est Welles. ça, ok, c'est pour ça. Mais ouais, c'est pas un film de lui, mais ça l'a tellement inspiré. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça, puis c'est une espèce de chasse à l'homme, puis ça va se solder un peu en un tribunal qu'on appelle, je connaissais pas l'expression, un procès kangourou. C'est peut-être juste une expression en anglais, là, en fait, parce que je prends mes informations en anglais, mais c'est un procès
qui ne respecte pas les conventions judiciaires de l'endroit où il se tient. Donc c'est un procès comme clandestin d'une certaine façon avec un faux juge, puis donc un peu extrajudiciaire justement, un faux procès. Donc ça a une expression, un procès kangourou, kangaroo trial. Donc vous irez lire sur le sujet, mais j'ai été quand même bien surpris d'apprendre ça. Puis là c'est ça, les criminels vont monter leur propre tribunal dans un sous-sol de je sais pas quoi, de distillerie je pense. Puis avec plein de gens criminels, ils vont quand même offrir un avocat au tueur d'enfants qui va se charger de plaider autant que possible la cause. Mais bon, puis là, on n'entrera pas nécessairement tout de suite dans les détails, mais c'est ça. Ça suit essentiellement ce procès-là clandestin. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est un sujet assez, pas novateur, mais tu sais, c'est pas, dans les années 30, tu t'attends pas nécessairement à avoir un film sur justement des tueurs d'enfants comme ça. Je sais pas parce qu'il y a plusieurs aspects là, innovants dans ça. On peut parler peut-être justement de la technique de la police là, qui est quand même ben, tu peux mentionner c'est quoi justement. En fait, tu sais, je me rappelle pas de tous les éléments. Ça nous a marqué. Ça m'a marqué quand même, mais je me rappelle pas de tous les éléments là, fait que je vais juste nommer là, ceux qui me viennent. Dans le fond, ils vont premièrement analyser la calligraphie de l'homme. Ils vont regarder aussi, là, je sais pas comment exactement, mais ils vont se dire que cet homme-là doit avoir une table en bois dans son appartement, peu importe, parce que probablement à cause du niveau de pression du papier, là, j'imagine. Puis c'est ça qu'on voit aussi quand ils trouvent la table chez l'homme. On comprend pas trop comment ils se ramassent chez eux. Là, ouais, mais c'est en observant les dossiers des patients, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Puis ils vont trouver la dite table, là, puis voir justement qu'il y a des marques, des lettres là, dans le bois, dans le fond. Fait qu'il y a ça. Ils voient aussi, la lettre était écrite au stylo rouge, le film est en noir et blanc, là, mais la lettre était écrite au stylo rouge. Puis quand on arrive dans l'appartement, on voit de la poudre d'encre, dans le fond, rouge sur le bord de la fenêtre où la table est. Il y avait ça. Il y avait aussi, on fait une espèce de circonférence là, sur une carte géographique, dans le fond, là, on dit il doit se trouver dans un rayon approximatif de, tu sais, fait que c'est quand même, je m'attendais pas à voir ça vraiment dans les années 30, dans le fond. Puis il y a aussi les empreintes, fait que c'est sûr qu'on se l'était dit, là, dans le fond, que la technique doit pas être super au point, là. Ça doit pas être facile, il faut les regarder vraiment à la main, à l'œil, là. Mais on les voit là, avec des points de référence de 1 à 5 sur les doigts, puis on essaye de trouver des empreintes qui match avec celle-là, donc c'est tout ce qui me vient là, pour l'instant. Mais c'est ça, puis c'est ça, dans le récit justement il y a des trucs relativement novateurs comme ces trucs-là policiers, mais il y a aussi comme je sais pas si c'est si novateur que ça, mais ils font une espèce de montage entrecoupé parce que essentiellement les criminels puis la police font un peu leurs enquêtes parallèles, mais lorsqu'il y a cette rencontre-là puis où tout le monde élabore leur plan d'action, il y a vraiment dans le montage quelque chose de novateur, j'ai trouvé justement. Et il y a une phrase qui est dit par exemple du côté des criminels, puis après ça on se transpose du côté des policiers, puis là ils disent leur propre plan d'action, puis là ça fait un peu contraste entre les deux, mais ça j'ai trouvé ça quand même assez habile pour ça, il y a comme un espèce de montage alterné du type du Silence des agneaux là, quand Clarisse arrive à la maison puis le FBI est ailleurs puis tout ça, mais on a comme cette espèce de petite tension là de justement une image par-dessus une autre très coupé rapidement, puis on alterne d'un côté à l'autre. Fait que c'est super habile, pour vrai. Puis il y a aussi beaucoup de moments, je sais pas si ça cadre là-dedans vraiment, vas-y. Mais tu sais, il y a beaucoup de moments où on filme dans un magasin quand justement l'homme est avec la petite fille, là, il s'en va acheter des bonbons, puis évidemment, des petits bonbons, puis on est à l'extérieur du magasin, puis la caméra, là, on le voit, là, on le voit un peu, la caméra passe à travers la vitre dans le fond, puis là, on voit vraiment la vitre se pousser, là, mais bon, puis tu sais, c'est ça, là, on est rendu dans le magasin, fait que tu sais, il y a plusieurs moments comme ça dans le film où il y a vraiment une utilisation de la caméra qui est le fun, pour l'époque surtout, parce que aujourd'hui il n'y a plus grand chose qu'on voit pas là, mais on peut tout faire avec l'ordinateur mais à l'époque c'était pas là, le cas. On voit, puis c'est quasiment comme si on voyait la main là, pousser le carreau de fenêtre là, mais c'est quand même
quand même le fun pareil, là. Il a fallu qu'il le fasse, puis qu'il y pense, puis... C'est ça que j'aime dans les vieux films, tu sais, t'en as peut-être pas tant vu que ça, là, des vieux films, là, à la Charlie Chaplin ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment que les gens, ils pensent, tu sais, ils essaient d'être novateurs justement en utilisant des nouvelles techniques, un peu comme, tu sais, c'est simple, mais de la force perspective, là, je reprends souvent cet exemple-là pour Le Seigneur des Anneaux, par exemple, mais ça paraît, tu sais, entre Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, t'as vraiment comme les effets spéciaux qui sont comme plus classiques, qui sont moins dans le CGI puis plus dans la technique. Puis là, t'as le Hobbit qui sont partis en couille. Là. Mais on sait, on connaît tes mais tu sais, c'est ça, c'est un peu comme La Belle et la Bête. C'est se casser la tête pour faire une illusion plutôt qu'un effet que d'utiliser, en tout cas, je sais pas, puis ça, c'est pas un film de science-fiction, c'est pas un film d'effets spéciaux, là, mais il y a quand même un peu cette... ça s'inscrit dans l'expressionnisme allemand, et qui est comme déjà un peu, pas surnaturel, mais disproportionné, avec des décors beaucoup trop grands pour nécessaire, là, c'est pas nécessaire, mais bon, c'est ça, moi j'aime beaucoup les vieux films justement qui sont capables d'innover, puis M ça en fait partie. Il y avait le film The Circus par exemple avec Charlie Chaplin qui est dans la même cage qu'un lion qui l'attaque, c'est un vrai lion qui est là, puis il y a cette authenticité là qu'on retrouve plus aujourd'hui, là, on n'est plus impressionné par les effets spéciaux d'un Avengers mais on est impressionné par une caméra qui passe à travers une fenêtre en 1930, notre rapport au cinéma a changé beaucoup, puis c'est pour ça que je trouve que c'est bien de nous retourner vers les débuts du cinéma pour voir comment est-ce qu'on pouvait être novateur. Les films de Georges Méliès, Voyage dans la Lune. Tout à fait, puis tu me fais penser, ça n'a pas vraiment de lien en fait, là, mais on avait regardé il y a vraiment longtemps ensemble des films du début du cinéma, puis il y avait justement les premiers films à faire du montage alterné dans le fond, puis c'était une histoire toute simple de 3 minutes et demie là, d'un incendie, là, puis on voyait dans le fond la différence entre montrer tout le temps la femme dans son appartement qui brûle et les pompiers à l'extérieur comme un après l'autre, ou d'alterner justement les deux pour créer la tension dramatique, puis tout ça, puis de voir l'échelle, puis là il y a quelqu'un qui monte à l'échelle, après ça on voit en dedans, puis tu sais c'est des détails qui aujourd'hui on n'y pense même plus parce qu'on est trop habitué, puis ça vient comme d'emblée, mais ces gens-là c'est les premiers à l'avoir fait, puis je trouvais ça extraordinaire quand on regardait ce petit court-métrage là, mais ça me faisait penser à ça, puis je pense que t'as un petit point. Oui, non, c'est ça. Il y a vraiment c'est vraiment novateur comme film. Et puis, il y a ça aussi, mais on oublie souvent aussi que 1930, le début des années 30, justement, c'est le début des films parlants, comme on l'a mentionné. Puis, le film est beaucoup reconnu, en fait, pour son apport au son. Puis nous en tout cas je sais pas si ça t'a marqué pendant le film, mais moi ça m'a pas marqué, à peu près pas là. Mais il y a un point, puis je sais que tu vas le mentionner, fait que peut-être que je te le volerai, mais il y a un point en fait que j'ai réussi à relever, parce que je sais que tu m'en as listé plusieurs là, pendant que tu faisais ta recherche, mais en fait tu sais, là je savais pas que c'était le premier film à le faire non plus, mais je trouve ça vraiment intéressant, mais c'est le premier film à faire un leitmotiv, donc puis ça c'est extraordinaire, parce que dans le fond à chaque fois qu'on voit, c'est pas vrai, à chaque fois que... Mais peux-tu expliquer c'est quoi un leitmotiv? Oui, en fait c'est tout le temps c'est dans le fond c'est quelque chose qui est récurrent pour faire la même chose à chaque fois. Bon, c'est très mal expliqué, mais c'est que dans ce film-là, précisément, dans le fond, c'est qu'il y a toujours la même musique qui part quand le personnage est là. Donc, à chaque fois qu'on entend la musique, on sait qu'il arrive. Fait que c'est ça, un leitmotiv. Dans le fond, c'est que... maintenant, on sait que quand on entend les premières notes, c'est parce qu'il est pas loin, dans le fond. Puis je dis à chaque fois qu'on le voit, mais c'est même pas vrai. Ouais. En fait, on le voit pas, on le voit jamais, honnêtement. On le voit toujours de dos, on le voit en ombre sur le mur, on le voit jamais de face. On le voit dans son appartement, mais on n'a pas... là, c'est sûr qu'on est habitué, là, fait qu'on le sait, là, c'est le genre de scène, je me demande qui peut faire ça, puis là, ça coupe, puis là, on est dans son appartement, puis c'est lui, là. Mais, c'est ça, on le voit vraiment peu,
puis on fait juste entendre cette musique-là, donc on le sait automatiquement, puis je pense que la chanson joue comme 4 ou 5 fois, là. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est hyper présent, mais c'est une chanson qu'on connaît tous. Ouais, puis, c'est, attends un petit peu, là, je l'ai, In the Hall of the Mountain King d'Edvard Grieg, voilà. qui est une chanson, là, vous avez écouté ça sur YouTube, mais on connaît tout ça, là, donc c'est ça, puis quand ça joue, justement, on sait là, qu'il est pas loin, puis ça, donc c'est le premier à avoir fait ça, puis ça, c'est justement un exemple de son rapport au son, mais tous les autres éléments, je peux te les laisser mentionner. Mais tu sais, justement, le leitmotiv, c'est vraiment emprunté de l'opéra, en fait, là, qui est comme, c'est ça, ben, vous savez c'est quoi un opéra, mais tu sais, c'est du théâtre musical d'une certaine façon, puis c'est en quelque sorte la theme song là, du personnage, là, puis c'est très utilisé dans l'opéra, puis Fritz Lang va emprunter ça. En fait, c'est ça, tu l'as mentionné, c'est son premier film parlant à Fritz Lang, mais il a pas voulu, tu sais, les premiers films à Hollywood, ils ont surtout voulu faire, je te dirais, soit des comédies musicales, ou tu sais disons, je sais pas comment le dire, mais soit faire juste rajouter des dialogues puis finir ça là, ou soit faire ça dans le grand éclat avec la musique puis en tout cas montrer que on est capable de mettre du son dans des images, des affaires. Puis Fritz Lang, lui, il a approché ça d'une autre façon. Il a vraiment plus voulu comprendre c'est quoi l'apport du son puis qu'est-ce qu'on peut en faire, notamment je sais pas si c'est un des premiers films à faire ça, mais il y a un narrateur, donc un narrateur qui est pas présent, donc c'est de la voix off essentiellement. Il y a aussi plusieurs bruits ou scènes de dialogue en fait qui se passent hors caméra. Je pense que tu le mentionnais, en tout cas quand il fait du compas ou quand la police... Ben c'est ça, dans le fond, la police nous présente justement leurs indices, leurs petits trucs qu'ils ont là, pour l'attraper, puis on entend autre chose en même temps, puis c'est un espèce de montage alterné. Ouais. Là. Les images vont avec ce qui se dit, mais on n'est pas au même endroit. Donc il va faire ça. Il y a aussi des bruits qui vont motiver des actions des personnages, par exemple... je sais pas, t'entends quelque chose tomber au loin, puis le personnage arrête de bouger, puis il regarde. Donc, tu sais, ça clash un peu avec le cinéma d'Hollywood de l'époque, ils ont juste comme ajouté des lignes de dialogue essentiellement, ou juste de la musique, sans vraiment exploiter le médium. Il y a le leitmotiv, comme tu as mentionné, mais il y a aussi... il va aussi faire plusieurs scènes... c'est ça, il a quand même un peu gardé l'influence du cinéma muet. Par exemple, dans une des premières scènes, je crois, de la poursuite, tout est silencieux en fait, il y a pas de musique, il y a pas de bruit, il y a rien. C'est comme un film muet, justement, c'est là qu'il se promène dans les égouts, en tout cas qui faisait penser à Turnman. Ouais. Donc il y a cet élément-là, puis à un moment donné, là, il y a de la musique qui surgit ou des trucs comme ça. Donc il réussit à amener de la tension, justement, à jouer avec la tension, avec l'ambiance sonore du film, là, ce qui n'était pas nécessairement le cas des premiers films parlants, ce qui pouvait être le cas des films muets, par exemple, là. Ça arrivait souvent, mais c'est ça, il s'est approprié ce médium-là d'une très belle façon, je trouve. Puis c'est ça, il y a cette ambiance-là là, qui est quand même assez géniale, mais qui m'a pas frappé tant que ça, mais en y repensant puis en lisant sur le film après, j'ai fait effectivement, des narrateurs, genre, aujourd'hui il y en a partout des narrateurs, là, mais comme à l'époque ça devait pas être si fréquent que ça, parce que là faut que tu l'enregistres dans un studio à part, c'est comme à l'extérieur du tournage un peu. Donc en tout cas, le son, vous porterez attention au son si vous n'avez pas déjà vu le film, mais c'est vraiment un très bel exemple justement de l'usage du son dans les premières années là, du cinéma. Parlant aussi du son, il y a la langue évidemment. Bon, c'est un film en allemand, mais c'est un film qui, quand il va être présenté aux États-Unis, il va être présenté en allemand avec des sous-titres français, mais rapidement ils vont changer ça puis ils vont vouloir le doubler en anglais. Puis je suis content de voir qu'il y a le doublage en anglais dans l'édition Criterion, parce que le doublage en anglais, ça va être les acteurs du film même qui vont le faire. Puis ça, c'est une pratique qui peut sembler bizarre à l'époque. Bon, c'est Xavier Dolan par exemple, il va se traduire lui-même parce qu'il fait ça dans la vie là. Mais à l'époque aussi, surtout pour les publics européens, parce qu'il y a plusieurs langues en Europe, puis on vise surtout le marché américain, c'est très très fréquent que des acteurs de films italiens, allemands, peu importe, vont faire, ou même français un peu moins, là, mais ils vont faire leur propre doublage en anglais pour pouvoir l'exporter. Donc c'est Peter Lorre qui va redoubler, puis souvent aussi il y a certains films
la scène va être tournée 2 fois, une fois en allemand puis une fois en anglais. Ça a été fait à quelques moments pour ça, mais c'est pas Fritz Lang qui a fait les scènes en anglais. Tu vas éternuer. Eh oui, voilà. Désolé, hein, c'est encore la saison des allergies. Ça va être la saison d'allergie pour beaucoup d'émissions qu'on va enregistrer. Désolé, mais c'est des choses qui arrivent. Jusqu'à octobre à peu près. Ouais, minimum. Puis, donc c'est ça. Donc c'est eux qui vont faire le doublage, puis après ça il va être ressorti doublé en anglais. Donc je serais quand même curieux de le voir, mais même si j'aime pas ça. J'aime ça voir le film en version originale, mais là, en plus, c'est les acteurs. C'est les acteurs, ouais. C'est sûr que ça va être moins pire. On verra, évidemment. C'est un film qui, je sais pas toi si t'a marqué au niveau social. On parlait de thématiques innovatrices, mais c'est quand même un message social de comme protéger vos enfants. Oui, en fait, le film se finit avec ça, finalement. Il finit très abruptement avec ça aussi. Là. On se demandait justement si on avait une version complète parce que ça finit drôlement. Mais c'est très typique aussi. Tu sais, d'habitude, quand même dans les films 8, comme la fameuse pancarte The End ou quelque chose comme ça, là, il l'a pas du tout. Mais il n'y a pas de générique non plus après les films. Là. Ça arrive très tard quand même dans l'histoire du cinéma. Là. Même des années 70, je sais même pas s'il y avait un générique à la fin. Mais ça dépend des films. Là. Mais ouais, c'est ça. Il finit très abruptement. Ouais. Mais c'est ça, c'est un message justement envers les parents de comme protéger vos enfants. Je sais pas si. J'ai rien de plus à ajouter vraiment là-dessus, honnêtement. Tu sais, c'est plus toi qui avait sorti ça vers la fin, là, que dans le fond, c'était pas tant la faute du gars plus que des parents qui protègent pas leurs enfants puis qui les regardent pas puis tout ça. Puis, tu sais, on essaye un peu de le plaider la démence, dans le fond, là, la maladie mentale, un petit peu, là, parce que ce qu'il dit, c'est « Mon Dieu, c'est pas de ma faute, j'ai ces envies-là, dans le fond, puis ça part pas tant que c'est pas fait, puis tout ça. » Puis on pensait à un moment dans le film que, finalement, on nous emmenait sur une fausse piste, puis que c'était peut-être quelqu'un d'autre, puis que lui c'était peut-être un homme-enfant dans le fond, là, qui parce que à chaque fois qu'on le voit, il a l'air un petit peu justement d'avoir une déficience quelconque, là. Il y a des drôles de réactions, il est très expressif, c'est particulier, là. Il a peur beaucoup, il a des grands yeux, c'est vraiment... Ça aurait été vraiment cool que ce soit ça. Ça l'est pas finalement, là, mais c'est ça, ça aurait été le fun qu'il soit injustement accusé ou peut-être qu'il fasse le meurtre, mais qu'il soit pas trop conscient de ce qu'il fait. Mais au final, on le voit jamais, on le voit jamais le faire non plus. On le devine avec les ballons des enfants qui s'envolent sans que les enfants les tiennent. C'était quand même des beaux moments. C'était le ballon justement qui roule à terre parce que Elsie elle jouait avec un ballon justement, puis là tu le vois rouler à terre. Puis il avait acheté un ballon avec de l'air aussi, là, puis on le voit s'envoler puis se coller au fil électrique là, d'un pylône. Puis ça, je trouvais que c'était quand même habile. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, il y a 2 enfants là, dans le film là, qui se font prendre, dans le fond, puis deux petites filles. Puis c'est ça, c'est quand même... tu sais, j'ai pas vraiment perçu le message tant que ça, je te dirais, parce que c'est un film qui est déroutant, parce qu'on s'attend à autre chose de la fin, puis finalement, c'est pas ça qu'on a, dans le fond. Non. Mais c'est... Il y a ça, il y a l'élément de comme justement il faut protéger ses enfants. Il y a aussi l'élément que comme le tueur peut être à peu près n'importe qui, ce qui est quand même aussi assez troublant à penser, mais tu sais, c'est quoi The Girl Next Door? En tout cas, il n'y a pas un Boy Next Door. Pas un film justement que c'est ça, là, qu'un tueur, pas un tueur si proche, là, mais ça, c'est une émission à Canada. Mais en tout cas, tu sais, cette espèce de concept-là qu'il y a. Que votre voisin pourrait être le pire tueur en série. Ah, mais ça, il y a ça dans Disturbia, puis dans Summer of 84, puis c'est ça. Dans plein de... beaucoup de films. Il y a ça aussi, mais il y a quand même un drôle de message qui est envoyé. Évidemment, il va plaider, en tout cas, son avocat va plaider la démence parce qu'il peut pas contrôler ses pulsions, des trucs comme ça. Puis, il va dire à un moment donné, comment est-ce que vous osez l'accuser de ça? Moi, c'est des pulsions que je peux pas contrôler, mais vous avez choisi d'être criminel, puis vous faites des trucs peut-être pas aussi pires que eux, mais ils font des trucs quand même criminels qui sont passibles de prison, même de mort, peine de mort, je sais pas trop. Mais
sais, il y a cette réflexion-là qui est amorcée. Bon, elle va pas nécessairement jusqu'au bout. Là. C'est comme plus une drôle de pensée à avoir, plus que comme une grosse réflexion qui est portée vers les gens. Mais tu sais, c'est aussi... Puis moi, ça m'a frappé parce que c'est le début des années 30 en Allemagne. Le régime nazi n'est pas totalement en place, mais il va juste être instauré en 1933. Ben, il est quand même un peu là, mais c'est surtout en 33-34 que ça va se concrétiser vraiment. Puis, je voyais vraiment l'espèce de formation d'état policier un peu avant le temps. Ça me faisait penser aussi à la situation actuelle avec le coronavirus, tous ces trucs-là, de comme, l'espèce de... Tu vois une vieille personne au supermarché, puis qui tousse ou je sais pas trop quoi, puis on se met tout à avoir peur. Mais c'est un peu ce climat de peur-là qui règne dans le film, parce que il y a le tueur que personne ne sait il est où, les gens ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école, les gens ont peur de se promener, puis justement, je pense qu'il y a quelqu'un qui... Ben, il y a un vieux monsieur là, qui voit une petite fille, puis il dit ah, mais là, t'es-tu perdu? T'habites où? Puis tout ça. Puis un autre monsieur qui dit hey, t'as pas à lui demander ça, là. Puis c'est ça, il y a comme une espèce de... Toute la ville s'unit, dans le fond, là, pour trouver le coupable. Cette espèce de climat de peur-là qui s'installe, que comme tout le monde pourrait être le tueur. Qui me fait penser à la situation actuelle, mais qui, remis en 1930, pourrait s'appliquer quasiment à la situation des Juifs en Allemagne, de comme, est-ce que tu es un Juif ou non, est-ce que je devrais te faire confiance, il y a tout ce truc-là, puis j'ai été à demi satisfait là, dans les recherches que j'ai fait. Oui, il y a un peu de ça, mais Lang a vraiment plus orienté sur comme la maltraitance des enfants envers les parents, en tout cas l'inverse des mais c'est ça, mais c'est un mal qui était quand même assez répandu en Allemagne pour l'époque, donc c'est ça. Et je pense qu'il y a quand même des parallèles intéressants à tisser, mais je sais pas d'autant plus si c'est quelqu'un du régime nazi qui l'a écrit le film. En tout cas, je sais pas trop quoi en penser, mais moi j'ai vu quand même plusieurs parallèles que j'ai trouvé quand même assez intéressants à ce niveau-là. Le film, évidemment, va être censuré aussi par le régime nazi par la suite. Tu me disais, là, pourquoi... Oui, ben c'est parce que dans le fond, c'est ça, j'ai dans la belle conversation qu'il y a eu avec Goebbels, là, où il lui a dit, dans le fond, que le film était censuré parce que ça montrait au public que si les gens s'unissent, ils peuvent renverser les forces policières, puis il voulait pas ça. Non. Il voulait pas s'embarquer là-dedans. Et j'ai trouvé ça particulier, quand même, de se faire censurer pour ça, là, mais ben bannir en fait là, pour ça, mais bon, c'est ça la raison, parce que on veut pas ça, un peuple qui est capable de renverser l'ordre, puis tout ça, puis on le voit en ce moment d'ailleurs, là, on enregistre l'émission, on est le 30 ou le 31 mai, puis on est dans la folie là, des protestes là, aux États-Unis pour Floyd, donc c'est ça, puis en ce moment c'est un peu ça, là. Je lisais tantôt que Trump a passé comme 1 heure dans son bunker pendant les manifestations proches de la Maison-Blanche, c'est ça, moi je le vois là. Oui, ben en plus il a déclaré, je pense, aujourd'hui justement que Antifa serait une organisation terroriste au même titre que mais il n'y a Al-Qaïda. même pas le droit de faire ça. J'ai vu un autre article, j'ai beaucoup de passion à lire les articles sur tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, mais il n'y a pas le droit de faire ça, ils n'ont pas l'autorité d'étiqueter un organisme, ça marche pas. Le problème avec lui, c'est que il va dire quelque chose, puis là après ça ça va comme entrer dans l'internet, fait que comme si quelqu'un fait une recherche sur internet, il peut tomber sur ce titre là, puis comme c'est de créer de la fausse nouvelle pour comme diluer, en tout cas je pense qu'il veut quand même vraiment, je pense qu'il sait même pas honnêtement qu'il a pas le droit, puis là il va se le faire dire par ses advisors, ses conseillers, puis finalement il va se rendre compte, j'ai jamais dit ça, vous êtes fake news, vous êtes, en tout cas on le sait là, on est rendu habitué, mais bon, c'est un gros climat de peur en ce moment qui règne aux États-Unis, mais bon, qui a régné aussi un peu partout dans le monde, puis qui a régné même une certaine partie au Québec avec le coronavirus. C'est pas la même échelle, mais bon, justement, là, puis je trouvais ces réflexions-là, j'aime toujours voir des vieux films, là, parce que ça me replonge dans un univers, un monde que je connais pas, ou qui est pas accessible sauf par le cinéma, ou peut-être la musique, ou des romans, des trucs comme ça, mais moi j'adore regarder des vieux films, justement, parce que ça me permet
c'est ça, de découvrir un nouveau monde. Puis là, c'est ça. Il y avait ce parallèle-là à tirer, mais bon, je veux pas trop le pousser non plus parce que il est peut-être pas voulu. Tu sais, c'est peut-être juste un produit de son temps, puis ça donne l'impression de quand tu connais la suite. Mais en 1931, il connaissait pas la suite, puis il s'attendait pas à ce qu'il y ait la Deuxième Guerre mondiale, des trucs comme ça. Non, mais en même temps, il a dit qu'il voulait faire ce film-là justement pour ça, un petit peu, là, pour démontrer la montée du... Tu sais, c'est ça, la montée, la présumée montée, puis il a dit aussi que c'était son meilleur film, là, en tout cas, c'est son film préféré de lui-même, donc je pense qu'il était assez fier, là, de... Puis tu sais, avec raison. Tu sais, d'un autre côté, le fait de te faire bannir par quelqu'un au pouvoir, tu sais, c'est comme un... J'ai frappé fort parce que, dans le fond, ils veulent pas que ça sorte, tu sais, c'est frustrant d'un côté, mais de l'autre, tu te dis, j'ai gagné toute une partie, moi, là, parce que, dans le fond... Ben, tu comprends ce que je veux dire? Là, c'est ben, pas flatteur, mais je veux dire, tu sais que ça a frappé où est-ce qu'il fallait parce que finalement, sinon, il s'en foutrait puis il le laisserait passer. Donc, enfin, il y a ça aussi. Ouais, ben c'est ça. Ben, puis tu sais, c'est bien qu'on en jase de même parce que, tu sais, c'est ça, Fritz Lang il était quand même bien apprécié de Hitler, de Goebbels aussi, puis... Lang, il les a détestés, là, justement. Tu le mentionnais, justement, qui avait quitté vers la France et tout, mais il va finir par retourner, je pense, en Allemagne, là, mais c'est ça, il va vraiment s'exiler aux États-Unis, puis il continue, je pense, à faire quelques films un peu revendicateurs, mais il a dit aussi qu'il veut pas juste faire tout le temps le même film. On lui a même demandé, tu tenterais pas de faire un remake américain de ce film-là, puis il était comme... Ben non, tu sais, ce que j'ai dit a été dit, puis parce qu'il y en a eu un remake justement en 1951 je l'ai noté, de Joseph Losey avec David Wayne dans le rôle principal, puis tu sais, c'est ça, il y a quand même eu un succès quand même respectable, mais c'est ça, Lang n'a pas voulu être impliqué nécessairement dans le processus, alors que tu sais, on l'a vu, Michael Haneke a déjà fait des remakes de ses films, plan par plan, Funny Games. Ah oui, mais c'est ça, je m'en avais te le mentionner justement. Mais il y en a d'autres aussi, là, ils me viennent pas en tête, là, mais c'est ça, il a pas fait le remake, mais bon, M, en fait, le film, ben, c'est le titre, en fait. Je peux-tu le dire? On va le dire parce que, c'est comme ça, vite comme ça, on sait pas trop à quoi ça fait référence, mais on s'en doute dès le générique d'introduction, justement, mais on le découvre un peu dans le film. En fait, premièrement, parce qu'on sait que ça veut dire murderer, là, dans le fond, fait que c'est pour ça que c'est M, mais dans le fond, c'est ça. Bon, le titre a changé plusieurs fois. Par contre, le M qui est resté, c'est que quand, justement, les criminels là, vont s'allier pour le trouver, puis tout ça, finalement... Je sais pas comment qu'il réussit à voir ça. Il y a quelqu'un qui se cache là un petit peu. Non, c'est pas vrai. J'ai passé une étape. Il y a un personnage clé dans le film qui est aveugle, qui est le vendeur de ballons, dans le fond, que le gars achète au début là, pour la petite fille qu'il va tuer. Puis il entend sa voix puis sa chanson, je pense. Puis là, à un moment donné, il réentend, puis là, il commence à comprendre que c'est probablement la personne qu'il cherche, mais le gars est aveugle. Fait que ça l'aide pas ben. Fait que là, il va... il touche quelqu'un à côté, puis il dit « Hey, suis cette personne-là, c'est le meurtrier qu'on cherche et tout ça. » Donc, le gars les suit, se cache dans une ruelle, derrière des poubelles, tout ça, voit à travers la fenêtre là, du magasin de bonbons, tout ça, décide de prendre une craie, puis de s'écrire un M sur la main, dans le fond, dans sa paume de main. Et là, c'est là que j'ai l'impression que c'est probablement la main de Fritz Lang, là, parce que c'est le seul plan là, qu'on a sur une main dans le film, fait que c'est probablement la sienne. Donc, c'est ça, on écrit un M à la craie dans une paume de main, puis le gars va juste passer, puis comme un poisson d'avril, tu sais, coller sa main sur le manteau du meurtrier. Puis après ça, il dit aux gens, le gars avec un M dans le dos, c'est lui qu'on cherche. Donc c'est ça, c'est un espèce de tag là, pour dire que le meurtrier, ben M en plus. Fait que c'est ça, que le gars avec le M dans le dos, c'est le meurtrier. Par contre, ça fonctionne oui puis non. C'est à cause de ça qu'ils vont être capables de le suivre puis de le capturer, si on veut, mais il va s'en rendre compte, puis la petite fille avec qui il est va l'effacer dans son dos, puis là, by the way, c'est très très particulier comment c'est amené ça, que la petite fille a jamais peur, elle se fait donner des bonbons, elle se fait donner un ballon, quasiment des animaux en peluche là, je pense, tu sais, puis
jamais elle réalise que c'est pas normal puis qu'elle devrait juste s'en aller de là. Elle le prend par la main puis elle le suit un peu partout. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu sais, va-t'en chez vous. Ben, c'est autre temps, autre mœurs. On était plus confiants dans le temps, mais... Ouais, mais tu sais, c'est à tort bizarre, ou à raison. J'irai pas me faire payer un compte de bonbons par un vieux monsieur. Tu sais, s'il y a un monsieur qui veut t'acheter des bonbons... C'est parce que tes parents t'ont mis en garde dès que t'étais jeune. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que bref, ça va fonctionner, mais voilà, il va l'effacer un petit peu quand même dans son dos là, quand il va s'en rendre compte. Donc, on mentionne, mais t'as mentionné justement que le titre a changé de nom plusieurs fois, puis justement, avant même que le film soit en chantier, Fritz Lang va faire publier une publicité dans le journal de Berlin disant mon prochain film Murder Among Us, bon, je l'ai traduit évidemment, va sortir et peu importe. Puis là, il s'est mis à recevoir des lettres de menaces de mort, je sais pas trop quoi, parce que les gens savaient pas trop, le titre était accrocheur évidemment, mais les gens savaient pas trop de quoi ça allait parler. Puis le studio où il a tourné le film, justement, le propriétaire du studio, c'était un membre du parti nazi. Puis là, il a interdit le tournage du film dans le studio. Puis là, Fritz Lang, il a demandé pourquoi, puis il a dit, parce que on pense que tu veux faire un film, justement, sur les nazis qui font qui font des meurtres among us, justement, à l'intérieur de nous. Puis... parmi nous, pardon. Puis là, Lang, en expliquant l'histoire du film, le propriétaire du studio a donné finalement le feu vert au film pour qu'il puisse commencer à tourner. Mais ce serait pas exactement pour ça qu'il a changé le titre, là, mais en tout cas, il y a eu, je pense, 5 ou 6 titres différents. Mais il dit que c'était vraiment... il essayait de trouver la bonne façon de dire, puis finalement, il trouvait que le plus marquant, c'était juste le M, tout simplement, parce que ça ajoutait un aura de mystère. Je pense que c'est efficace au final. C'est ça, on est toujours sait pas content. à quoi on s'attend, puis finalement, c'est le fun quand on voit la signification. On est toujours content dans un film quand on comprend la signification d'un titre. Tu sais, quand c'est... je sais pas... mais tu sais, quand c'est... Itumama Tambien. On l'a pas vu. Oui, on l'a vu. C'est ça, Itumama Tambien, tu sais... on sait pas trop à quoi ça fait référence, puis quand on l'apprend, on est content. Il y a ce genre de films-là. Tu as des films pas de surprise comme Picnic at Hanging Rock, mais t'en as qui sont un peu plus surprenants, justement, puis ça en fait partie. Puis justement, l'explication des titres, là, on s'est dit qu'on allait commencer à faire ça parce que des fois, ça vient d'emblée, mais il y a beaucoup de films pour lesquels c'est pas évident, comme High and Low, par exemple. Où c'était... Ouais, c'est ça, tu sais, fait que on va commencer à le faire le plus parce que c'est une petite section qui est le fun à faire aussi. Fait que, enfin... Mais justement, toi, le film t'a fait penser à The Third Man, puis t'étais pas folle. Aussi... moi, j'ai pas parlé tant que ça de l'expressionnisme allemand. Je vais peut-être le mentionner un petit peu avant, mais il s'inscrit dans ce courant-là, un courant qui est somme toute cinématographique, mais qui est plus grand que ça aussi. C'est artistique, là, c'est un... Ouais, c'est ça, qui s'applique à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle. Celui-là, je trouve qu'il correspond pas tant que ça. Tu sais, oui, on voit des grands espaces vides puis des trucs un peu déformés, mais tu sais, mettons, Nosferatu, ça fait plus ça, ou... c'est quoi l'autre là? Moi j'avais vu mais j'avais vu Sunrise, qui est un film américain mais d'un F.W. Murnau, qui est en fait le gars qui a fait Nosferatu. Mais tu sais, pensez aux films de Tim Burton en général. Tu sais, tout est un peu, mettons, Batman de Tim Burton. Je trouve que c'est quand même bien inspiré de l'expressionnisme parce que c'est des gros décors en carton. Tu sais, Metropolis aussi, c'est ça. Mais en même temps, même ces films animés, là, Tim Burton. Moi, j'aime bien dire de Tim Burton qu'il y a des courbes en pointe ou des pointes courbes. Là, je veux dire, Tim Burton, c'est beaucoup des lignes qui sont très coupées, mais ça tourne tout le temps, tu sais, c'est cassé partout, puis c'est ça, c'est des longs bras, des grands yeux noirs, tu sais, vous le savez, Tim Burton, c'est quoi, là, mais c'est vraiment comme, il est vraiment dans la lignée de l'expressionnisme allemand, puis je savais pas tant que ça, en fait, là, tu sais, c'est quelqu'un, je pense, sur le groupe Criterion qui a soulevé le point, puis j'ai fait, c'est vrai. Mais j'aime vraiment ça. Moi, je suis un fan des décors en carton. Puis ça m'a plu. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais j'ai très hâte de plonger justement plus au cœur de l'expressionnisme allemand que
C'est ça. Ben, Ça m'inspire, c'est c'est grandiose, puis ça fait peur, puis c'est... Mais c'est ça, c'est que c'est grand. Ouais. C'est haut, c'est comme dans le fond, n'importe quel dessin animé tout court, là, ouais. tu sais, c'est des gens... ben là, je vais un petit peu ailleurs, là, mais tu sais, des corps pas possibles, là, des petites jambes, des gros torses à la Johnny Bravo, tout est déformé. Des grandes portes, des grandes maisons, bon, c'est ça, tout est comme tout le temps en contre-plongée, dans le fond, là, tout est comme vraiment grand, pis tout ça. Donc... J'aime vraiment ça là-dedans, mais justement, The Third Man, il faisait un peu penser à ça, surtout dans les scènes, dans les égouts de Vienne. Oui, en fait, il y avait deux choses, là, justement, la scène où il court, ben, il y a comme, quand il se cache, là, un petit peu dans les égouts, dans des bunkers, puis tout ça, c'est un peu particulier, ça faisait penser à Third Man, mais il y a un moment où la police arrive dans un bar, je pense, dans le film, puis les gens s'échappent, essaient de s'échapper par des escaliers, puis là, on est comme dans des sous-sols, fait qu'on monte, mais dans Third Man, il y a exactement ça, mais dans les égouts, justement, fait que ça me faisait beaucoup penser à ça, puis, aussi parce que le personnage de Peter Lorre dans ce film-là ressemble énormément à Orson Welles dans Third Man. Fait que j'ai toujours pensé que c'était lui là, sur la pochette aussi, il ressemble beaucoup. Puis la pochette d'ailleurs, c'est quand il voit le M dans son dos là. Fait que c'est ça. Mais t'étais pas folle un peu parce qu'il y a quand même une certaine référence. En fait, deux fois tu me dis. Ouais, c'est ça. C'est parce que tantôt j'ai changé d'idée finalement. Non, il y a une référence parce que le vendeur de ballons aveugle, c'est le même acteur qui reprend son rôle, en tout cas, un petit rôle de vendeur de ballons, mais dans The Third Man justement, qui est une autre histoire de crime. En tout cas, c'est pas trop clair, là, une espèce de triangle amoureux bizarre, une enquête. Ben, c'est que c'est une bande d'hommes qui sont 3 ou 4, 3 manifestement, 3, mais puis là il y en a un qui disparaît, puis on le cherche, puis tout ça, puis finalement c'est un peu il est où, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un film en noir et blanc, il est quand même un peu plus tard, 1949 il me semble, mais il y a plusieurs parallèles, il va venir assez vite aussi, là, je pense que c'est peut-être numéro 50 ou 60, là, en tout cas c'est très 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 tôt. Mais c'est ça, il y avait des beaux parallèles là-dessus avec ça, mais il y a une panoplie d'autres références aussi, et d'autres qui pourront te surprendre, peut-être moins vu que je te l'ai dit avant l'émission, mais avant de passer aux références, est-ce qu'on peut faire un petit crochet de distribution par contre, parce qu'on l'a pas fait là, dans le fond. J'ai 3 personnages là, donc Peter Lorre qu'on a mentionné à profusion, qui joue officiellement Hans Beckert, mais qui est le tueur, dans le fond, le M. C'était son premier rôle, puis ça a pas mal lancé sa carrière, puis après, c'est un peu triste, là, mais il a été comme typecast dans des rôles de vilain. Fait que c'est too bad, mais bon, il était excellent dans ce rôle-là. Il a joué avec Hitchcock, notamment là, dans The Man Who Knew Too Much en 1934. Qui est Criterion, d'ailleurs. Tout à fait. Il y a Otto Wernicke, qui joue l'inspecteur Karl Lohmann. M a aussi lancé sa carrière, puis il joue le même rôle, donc l'inspecteur, dans Le Testament du Dr Mabuse. Je pense que tu l'avais dit plus tôt. Je l'ai noté, puis justement, l'inspecteur, le Karl Lohmann, il est en fait inspiré du vrai inspecteur dans les années 20 qui avait fait plusieurs enquêtes là, sur des tueurs en série qui visaient les enfants, qui était Ernst Gennat. Donc voilà, j'avais oublié de le mentionner tantôt, mais effectivement, ce qui me fait penser que les articles de journaux doivent clairement être les vrais articles et tout ça. Donc c'est ça, puis Otto Wernicke, après ça, dans le fond, il a fait beaucoup des rôles de soutien pendant tout le reste de sa carrière. Fait, bon, pourquoi pas, ça en prend aussi. Et finalement, il y avait le Safecracker là, que tu mentionnais, qui est chef des criminels. C'est ça, qui est joué par Gustaf Grønjens, qui n'a pas fait grand-chose, mais qui est notamment connu là, pour devenir le directeur du National Dramatic Theatre. Donc, c'est tout ce que... Non, c'est bien correct. Merci de me ramener à l'ordre comme ça. Non, mais c'est bon, c'est parce que ça faisait longtemps que je le voyais, on l'avait pas dit encore. Donc, non, c'est ça, j'avais pas trouvé le moyen d'exploiter cette information-là. Mais oui, pour revenir, c'est ça, aux petites références dans la culture populaire, parlant de propagande nazie, il y a une scène du film qui a été réutilisée dans le film de propagande nazie de 1940, The Eternal Jew. Donc, je l'ai pas vu, mais je pense que la femme
Je pense qu'elle a travaillé dessus. C'est possible, elle a fait ça, elle, après. Ouais, ben c'est ça, elle continue sa carrière, pourquoi pas. J'ai mentionné le remake aussi, mais il va y avoir aussi une adaptation en feuilleton radiophonique en 2003, ce qui est quand même assez tard. C'est tard, ouais. Mais ça a gagné des prix aussi, puis ça va que c'était bien populaire. Je pense que c'était à la BBC ou je me souviens plus exactement. Mais bon, il y a aussi le scénario, encore une fois, qui a été adapté en 1990 en 4 bandes dessinées, puis qui ont été colligées ensemble dans un graphic novel, un roman graphique, je sais pas, en 2008, je crois. Puis il y a une mini-série allemande aussi qui a été faite en 2019, donc ça fait pas très longtemps. Peut-être qu'on pourrait se risquer à l'écouter éventuellement, qui sait. On fait référence au film dans Citizen Kane, donc voilà, Orson Welles, il est partout, tout est dans tout, on dirait qu'on le dit à chaque émission, mais plus on... mais plus on avance, là ça c'est vraiment le fun, par exemple, je fais une petite parenthèse, là, notre cheminement est vraiment intéressant parce que là, on commence à connaître plus les réalisateurs, leurs marques distinctives, puis leurs films, il y a beaucoup de références de ce qu'on regarde dans plein d'autres choses qu'on connaît déjà, puis on remarque énormément de liens entre tout ça. Puis là, ben, de plus en plus, tout est dans tout, puis c'est vraiment le fun d'être capable de le faire, puis je pense que c'est ce que j'aime le plus du projet, de savoir qu'on va avoir des références de fou quand on va avoir fini les 1035. Il n'y a pas grand monde avec qui en jaser de ces références-là, mais nous autres, on peut en parler, puis on en parle sur Facebook aussi, dans le groupe Critérion, ce qui est... Les gens demandent des recommandations des fois, puis on commence à être capable d'en donner. Moi, je l'avais calculé, là, je pense que j'ai vu une centaine de films de la collection déjà, là, au total, mais toi aussi, à peu près. Là. Puis c'est le fun d'être capable, justement. Avant, quand j'ai joint la plateforme Criterion, j'étais intéressé parce que tout le monde postait, puis des films que j'avais jamais entendu parler. Puis là, il n'y a pas grand film que j'ai pas entendu parler de la collection, j'ai pas tout vu, mais comme je sais à peu près de quoi ça parle, puis tout, puis je trouve ça quand même assez gratifiant, puis intéressant, puis c'est vraiment cool. Ouais. Peut-être qu'un jour, justement, les références, on va être capable de les deviner nous-mêmes, mais pour l'instant, on se fie quand même un peu à IMDb. Mais jusqu'ici, quand même, quand on a des intuitions, tu sais, je me rends compte que c'est son quand c'est même... quoi donc? Hier, on écoutait le film Legend, qui présente en fait deux... Tom Hardy. Les jumeaux Crick. Les jumeaux Crick. Qui sont des criminels notoires là, de Londres dans les années 60. Puis ces deux jumeaux-là avaient félicité Bob Hoskins pour son portrayal d'un criminel, dans le fond, parce que The Long Good Friday serait comme inspiré un petit peu d'eux autres, là, puis de leur monter dans le Londres criminel. Donc, c'est ça, tout est... il y a ça, puis aussi, on lisait après la critique de Roger Ebert. En tout cas sur le site de Roger Ebert, parce que c'est pas lui, il était mort quand le film est sorti, mais puis nous autres aussi ça nous était venu, on a dit il me semble que Jeremy Irons dans Dead Ringer était meilleur pour jouer des jumeaux que Tom Hardy, justement, la technique était mieux, puis c'est un film qui est sorti 30 ans avant, puis effectivement dans la critique il était comment tu sais, Jeremy Irons il était bien mieux fait dans Dead Ringer, puis là on est comme on a le référent, on a les bons réflexes, fait qu'on commence à être sharp. Après 30 films en plus, là, ça va être... Il en reste juste 1000, fait que c'est ça. On va avoir l'œil aiguisé comme ça se peut pas, j'aurais plus besoin de lunettes probablement. Ben voilà. Il y a, pour revenir aux références, on introduit le personnage d'Alec Guinness dans The Lady Killers de la même façon que Peter Lorre dans le film, donc sûrement, tu sais, pendant qu'il est en train d'écrire une lettre, que la caméra est en arrière de lui. Dans Home Alone, ton film de prédilection, un bon classique de mon enfance. Ça n'a pas un film qui a marqué mon enfance tant que ça, moi c'est pour ça. Mais justement, il y a une poignée, tu dois te souvenir de la scène, moi je te l'ai raconté, mais ça ne dit rien. Mais... Non, je vois exactement ça. Là, dans le fond, c'est qu'il y a... je me rappelle pas c'est lequel des deux, là, mais un des deux voleurs, dans le fond, qui met sa main sur la poignée de porte de la maison, puis qui se retrouve avec un gros M rouge. C'est une poignée chauffée, en fait. Oui, c'est ça, il a mis... je sais pas c'était quoi qu'il a mis, là, mais c'est vraiment comme un truc de métal qui chauffe. Il met ça comme par-dessus la poignée, puis là, ça chauffe l'autre bord. Puis un peu comme Dwight dans The Office, là, quand il fait le test de feu. Mais c'est ça, fait que ça va y faire un M, puis il y a ça dans le deuxième film aussi. Ouais, là, ça y laisse une cicatrice, justement. C'est une méga cicatrice de feu, là, tu sais, je veux dire, c'est... Bon. Fait que dans Home Alone, puis dans le 2 aussi, on voit une mère en fait qui crie Elsie à son enfant dans une cour au début du film The Brothers Grimm de Terry Gilliam.
Donc, je viens d'apprendre que c'est Terry Gilliam qui a fait ça. Je voulais regarder les frères Grimm quand j'étais plus jeune, parce que c'est avec Heath Ledger puis Matt Damon? Non, je Adrian sais plus Brody. c'est qui le deuxième, mais... Le mélange avec Brothers Bloom aussi, qui est sorti comme en 2008, qui est possible. Qui est vraiment mais je voulais bon. le regarder, puis finalement, je pense que je l'ai jamais vu, parce que c'était vraiment un take beaucoup plus sombre sur les contes, mais honnêtement, pour avoir eu un cours de littérature jeunesse, on en a vu là, des Grimm, là, mais c'est très sombre, les Grimm, tu sais, on n'est pas dans le Perrault, là, tu sais, puis c'est ça, je l'avais pas regardé pour ça, mais écoute, je suis curieuse, mais Terry Gilliam, je suis pas mal 50-50 jusqu'ici, là, fait qu'en tout cas, à voir si celui-là va faire pencher la balance. Là, je l'ai jamais vu, fait que on l'écoutera à un moment donné. Certainement. Dans l'introduction du plus récent Joker, avec Joaquin Phoenix, le film s'ouvre en fait sur le Joker qui se fait un sourire avec des doigts, justement, dans sa bouche. Bon, on l'a vu dans le trailer, on l'a vu partout. Qui est presque identique en fait à une scène dans le film, justement, où on voit Peter Lorre dans un miroir en train de faire la même chose. Étonnamment, sur IMDb, et oui, il y avait le problème d'infiltration qui serait inspiré, en fait, Robert Morin, le réalisateur, se serait inspiré de M dans le film. Je l'ai pas, on l'a par contre, là, mais c'est rare qu'un film québécois apparaît dans nos Related, même s'il y en a un film québécois dans la collection Criterion. Mais il faudrait peut-être l'écouter. Problème d'infiltration avec Christian Bégin. Okay. Yannick, évidemment, avait bien aimé le film. Je l'avais acheté comme ça, sur un coup de tête. Fait que peut-être qu'un jour, on pourra l'écouter. Le M a été parodié aussi dans Me and Earl and the Dying Girl, qui est un film de la même réalisatrice là, qui a fait Won't You Be My Neighbor. Pas Won't You Be, mais en tout cas, avec Tom Hanks, là, Beautiful Day in the Neighborhood. En tout cas, cette réalisatrice-là, donc elle parodie là-dedans. Puis, généralement, là, en parlant généralement, l'ambiance du film a été recréée, en tout cas, dans plusieurs des films, sans toutes les mentionner. On note quand même Brazil de Terry Gilliam, encore une fois. The Raiders of the Lost Ark, là, je sais pas exactement, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais j'imagine que c'est lui qu'on a vu 3 fois. Ouais, en plus, c'est ça le pire. Je suis pas un fan d'Indiana Jones, je sais pas pourquoi. Dark City, qui est un film dystopique aussi, ça fait longtemps que je veux voir. Puis The Pledge, le film de Sean Penn avec Jack Nicholson, qui est une enquête policière, justement. On l'avait commencé, mais tu t'étais endormi. Ça arrive souvent. Mais à voir, parce que c'est un point qui me titille un peu. Là, j'ai de la misère à comprendre vraiment ce que ça implique. Mais dans Brazil, je peux comprendre. Je peux comprendre l'influence de l'expressionniste parce que c'est des espèces de gros décors. C'est super grand. Mais les autres, il faut le voir pour le croire. C'est probablement dans un texte qui parlait de Brazil que ça mentionnait Metropolis, en fait. Ouais, sûrement. Puis ça fait longtemps de puis Dark City, ça ressemble aussi beaucoup à Metropolis. Là. Maintenant que j'y pense, je l'ai pas vu au complet, là, mais film d'Alex Proya qui a fait iRobot aussi, là, mais c'est un de ses premiers films. Mon père l'a en Blu-ray, mais je l'ai jamais écouté. Je sais pas, avec le fameux Rufus Sewell, ce grand acteur britannique. Ben voilà. Mais bon, donc pour ma part, moi, j'ai failli y donner 4 étoiles et demie, mais la fin, le procès tire un peu trop en longueur, puis j'aurais aimé que le twist que je pensais se concrétise, puis finalement ça s'est pas arrivé, mais je vais quand même y donner 4 étoiles, ce qui est quand même très très bon. J'ai vraiment aimé ce film là, puis j'ai le goût de le réécouter pour vrai là. J'aime ça, les vieux films en noir et blanc, puis des films avec des décors un peu impressionnants. Fait que, j'ai vraiment aimé Peter Lorre là. Il faisait vraiment très man-child, puis il était très crédible. Un film qui nous fait empathir, qui nous fait compatir? Ouais, en tout cas, tu sais qu'on se sent mal pour le personnage le plus horrible du film. Oui, mais ça, c'est intéressant que tu dises ça parce que, en fait, je voyais dans ma recherche sur Fritz Lang, peut-être que tu l'avais vu je aussi, sais pas. que dans tous ces films, les personnages sont horribles, dans le fond, mais sont tout le temps présentés d'une façon super positive, mais c'est toutes justement des gens qui font des choses impensables, comme là, kidnapper, tuer des enfants, tu sais, puis finalement... On se sent mal, on veut pas qu'il se fasse attraper. Il est présenté comme le héros du film, dans le fond, puis c'est le personnage... c'est pas le personnage principal, mais tu sais, fait que c'est ça, il fait ça souvent, dans le fond, fait que c'est... Tu vois, tu l'as repéré aussi, fait que j'imagine qu'on va le voir dans ses prochains... J'ai aimé ça, tu sais, c'est ça, je voulais pas qu'il se fasse attraper, surtout parce que je pensais qu'il était handicapé. Là, il était comme, pas handicapé, mais il y a des problèmes mentaux pareils, là, mais non, j'ai vraiment aimé sa performance, mais c'est ça, il est un peu trop long, puis c'est ça, il arrête sec un peu. J'aurais aimé, je sais pas qu'est-ce que j'aurais aimé en fait, mais
Tu sais, je le réécouterai après avoir fait la recherche. Là, je pense que ma deuxième écoute va être vraiment plus pertinente puis gratifiante. Okay. Je pense que c'est le terme que j'oserais employer. Et toi, dans le fond, moi je vais y aller avec un 3,5. C'est un film que j'ai vraiment bien apprécié. Par contre, c'est ça, ça tire un petit peu en longueur. À un moment donné, c'est plate qu'il n'y ait pas la fin là, qu'on attendait. Puis ça se finit, mon Dieu, mais c'est parce que ça se termine au milieu d'une phrase d'une mère là, qui est au faux procès, dans le fond, qui dit ah, mais si on peut plus protéger nos enfants, il faut faire attention à nos enfants, puis tout ça, puis ça se termine comme ça. Ouais. Puis c'est vraiment... Il y a rien après, puis tu sais, ça crée l'effet de choc, je pense, qui est voulu, parce que tu sais, ça finit comme sur un fond noir, puis là, c'est là qu'elle dit « all of you ». Évidemment pas en anglais, mais c'est que en fait, elle dit 3 phrases. Elle dit... ce procès-là, ça ramènera pas nos enfants. Mm-hmm. Il faut prendre plus soin de nos enfants. Puis là, c'est fond noir, puis ça dit all of you, all of us, je sais pas trop quoi. C'est quand même marquant, puis là, le film arrête là. Fait que, c'est juste que, mettons, je vais le comparer à 12 Angry Men, qui se termine en c'est vraiment important, s'il l'a fait ou pas. Dans le fond, peut-être, on le saura jamais, mais c'est parce qu'après, on le voit sortir du palais de justice, on le voit marcher, on le voit comme il y a une situation finale, puis là, on n'en a pas. Ouais. Puis c'est rare que j'ai vu ça dans un film, que ça se termine vraiment aussi sec que ça, mais c'est ça, tu sais, j'ai vraiment aimé ça, puis je pense qu'on va éventuellement finir par le revisionner, mais il en manquait pas beaucoup pour que ça soit plus élevé dans mon top, puis tout ça, mais un bon 3,5, là, donc c'est ça. Mais parlant de ce top-là, parle-nous des 10 films, là, comment t'es classerais, là, de 10 à 1? Là? Oui, je vais faire ça parce que je pense que, je l'ai vu, là, mais on a un top qui est pas mal plus différent que les autres. C'est vraiment différent là, cette fois-ci. En fait, probablement en raison de Alphaville, que pour ma part, j'ai placé en 10e position, rien de moins. Je me sens comme un peu mal de ça. Là. En fait, mon numéro 9, mon numéro 10, qui sont Alphaville, numéro 10, et The Long Good Friday, numéro 9. Les deux, je leur ai donné un 3. Je me sens quand même... c'est ça, je me sens comme pas bien là-dedans, mais c'est parce qu'il manquait de quoi, tu sais. Alphaville, c'est vraiment pas mon genre de film, là. On est loin là, de ce que j'aime. Vous pourrez lire le texte, d'ailleurs, qu'on a publié là, sur les 10 films. Mais c'est ça, j'explique là, plus en détail pourquoi dedans. The Long Good Friday... je m'attendais à plus peut-être. Bob Hoskins, c'est un acteur que j'aime beaucoup, puis c'est pas un film qui nous amène nécessairement où j'aurais voulu, donc c'est ça, j'ai donné 3 aussi. Ensuite j'ai placé en 8 Dead Ringers, qui a été le premier là, de la dizaine qu'on a vu, qui était fucky, qui était bizarre un petit peu, tu sais, mais je veux dire, on en a vu des pires choses que celle-là, mais comparativement aux autres de la dizaine, c'est ça, il m'a pas fait une si bonne impression. Ensuite, j'ai placé le programme double, donc Flèche en 7 et Blood en 6, qui m'ont fait une belle impression, les deux. Là. C'est deux 6, je crois que je leur ai donné, donc 3 sur 5. Mais mon Dieu que j'ai eu du fun là-dedans. Sauf que je peux pas dire que ce sont des bons films. C'est des divertissements, des très réussis divertissements. Par contre, c'est sûr un bon film va comme les déclasser. Là, donc... c'est pour ça qu'ils sont au milieu de ma dizaine, mais quand même, je les ai vraiment aimés, les deux. Là. Ensuite, j'ai mis M, justement, donc avec 3,5. Picnic avec 3,5. Là, tout le reste, c'est des 3,5. Là. Donc, M en 5, Picnic en 4, et mon top 3 qui serait High and Low, Robocop et Summertime. Dans le fond, Summertime, là, qui est magnifique. Là. Ça a vraiment fait du bien. Ça m'a fait renouer avec Venise, j'ai l'impression. Puis ça donne envie de voyager. En ce moment, on peut pas. Cette année, ça sera probablement pas possible non plus. Puis c'est un film qui fait du bien. C'est pas un genre de film qu'il y a beaucoup jusqu'ici dans la collection. Comme tu l'avais mentionné, c'est plus une espèce de carnet de voyage. Puis c'est un autre type de rôle qu'on peut donner au cinéma, dans le fond. Puis c'était le fun, c'était beau, c'était rafraîchissant, c'était comme de la chick-lit, mais au cinéma. C'est une histoire qui... légère, comme le titre, là. C'est tout frais comme film, mais
tabarouette, c'est venu me chercher beaucoup, tu sais, fait que je pouvais pas le placer ailleurs que là. Par contre, c'est juste un 3,5, tu sais, ouais. c'est une dizaine plus ça, faible. c'est une dizaine un peu plus faible là, pour celle-là. On dit au revoir à 3 réalisateurs dans cette dizaine, donc Robocop, Paul Verhoeven, c'est son dernier, Paul Morrissey pour Blood et Flèches, ce sont les seuls, ouais. Puis aussi c'est John Mackenzie pour The Long Good Friday, justement. Fait que c'est ça, c'est une dizaine, c'est ça, un peu moins forte que les autres. Là. Je me suis concentrée sur des 3,5, mais j'ai quand même eu du fun. On a regardé les bandes annonces de 31 à 40. On a 3 programmes doubles qui commencent en force, là, 31 avec David 32. Lean en plus. Ouais, fait que David Lean, je vais pouvoir voir si ça se en noir et blanc, par poursuit. exemple. Mais c'est pas grave. Fait que c'est ça. J'ai bien hâte, mais le projet continue, puis j'aime ça. Vraiment. Fait que j'ai hâte de continuer. Puis le numéro 40, c'est Armageddon. Mais oui, hein? le fameux Armageddon. Je l'ai jamais vu. Je pense que je l'ai vu comme plusieurs fois quand j'étais plus jeune, là, mais je l'ai jamais regardé plus tard. Là, fait que j'ai hâte de voir ça. Ben oui. Fait que c'est ça, moi, pour mon top... Ton rang. Mon rang. Ton ranking. Je sais pas c'est quoi ça. en français. Ouais, je sais pas comment l'expliquer. Ça. Pour ma part, moi, en 10e et 9e place, il va y avoir le programme double Flesh for Frankenstein puis Blood for Dracula. Décevant. Je suis vraiment pas un grand fan de films de série B, de même que le seul attrait, c'est le divertissement. Puis moi, un gros drame là, à la Call Me By Your Name, moi, ça me divertit autant que... Attention. Non, mais n'importe quoi, la liste de Schindler. Pour moi, c'est un divertissement bien plus qu'un film d'action, Avengers ou n'importe quoi. Moi, j'ai pas besoin d'être diverti. Là. J'ai pas une vie assez lourde pour que... Je sais pas. Moi, c'est ça. J'ai le goût d'être challengé émotionnellement plutôt que juste qu'on me garoche des éviscérations par-dessus éviscérations. Mais bon, c'était quand même bien. Là. C'est pas rien de dramatique, mais bon. En 8e place, il y a The Long Good Friday, même chose que toi. Je trouvais que, il y a tellement de films de gangsters dans le cinéma, surtout aux États-Unis, là, mais il y a tellement de films de gangsters qui sont meilleurs que celui-là, que comme j'ai eu de la misère à comme l'élever au rang des meilleurs de Scorsese ou de Coppola ou n'importe quoi, donc c'est dommage pour moi. En 7e place, Robocop. Ça rentre un peu dans le cinéma de divertissement. Je m'attendais à plus de science-fiction, moins de power puis plus de comme... C'est un film de science-fiction, faut que ça amène un peu de réflexion, faut pas juste que ça divertit, pour moi en tout cas. Moi c'est ça, je vais pas triper tant là-dessus. En 6e, Summertime, j'ai vraiment pas détesté. À partir de 6, en fait, ils s'équivalent pas nécessairement, mais Summertime, je réécouterais ça n'importe quand. Ça fait du bien écouter ça, mais c'est un film, je pense, qui est plus... pas anodin, mais qui est comme... très basic. Il n'y a pas de profondeur tant que ça, mais ça, c'est du meilleur divertissement que Flesh ou Blood, là, qui au final n'ont rien de plus à apporter que Summertime, à part peut-être des belles images de Venise. Là. Mais j'ai vraiment, ça me donne le goût d'écouter justement du David Lean puis Laurence d'Arabie. Dans tous ces autres films épiques, il va avoir cette qualité visuelle-là. Fait que j'ai vraiment hâte de plonger là-dedans. En 5e, Dead Ringers aussi. Très bon film, que j'ai quand même bien apprécié. En 4e, Picnic at Hanging Rock. En 3e, M, donc mon top 3 justement, M en fait partie. Alphaville en 2e, un film de science-fiction justement qui est complètement... qui te prend par surprise, puis que tu peux pas avoir d'attente, puis tu peux pas comprendre ce qui se passe. Moi, ça vient me chercher. Ce qui, toi, te rebute, justement, ça, ouais. Moi, ça vient me chercher. Fait que tant mieux. Tant mieux parce que ça fait une bonne variété. Moi, je disais j'avais besoin de plus de guidance. J'avais besoin de plus d'indications. Puis je l'explique dans le texte là, plus spécifiquement, mais c'est ça m'amenait pas assez, tu sais, on est laissé à nous-mêmes, tu sais, je comprends l'espèce de faible budget, de comme on va le faire dans le futur, mais rester à Paris, puis tout ça, mais moi, c'est pas quelque chose qui me plaît, parce que si t'es dans le futur, montre-le, tu sais, puis c'est ça, c'est à ce niveau-là, mais toi, t'as vraiment trippé, fait que là, c'est là qu'on voit nos intérêts, sont pas du tout les mêmes, mais ça fait des discussions vraiment enrichissantes après. Exactement, puis tu sais, c'est ça, il faut pas non plus qu'on ait toutes les mêmes opinions, puis la collection Criterion, ce qui est beau, c'est qu'il y a des films pour tout le monde. On trouve pas nécessairement toujours son compte, mais comme, tu sais,
c'est à part Flèche que j'ai mis 2 étoiles et demie, là, à part ça, c'est tous des bons films que ça me dérangerait pas de réécouter n'importe quand, là, mais c'est la vie. Puis mon numéro 1 en fait serait High and Low, donc d'Akira Kurosawa. J'avais l'impression de regarder une pièce de Shakespeare, c'était tellement beau, puis l'espèce de turn. Je regardais encore des images du méchant, en tout cas je sais pas trop, du kidnappeur avec ses lunettes chromées puis tout là. C'est magnifique, c'est des plans. C'est vraiment super bien monté comme film, j'ai vraiment trippé. Puis pour le top 3 en fait de tous les critères, pour ma part en 3e place, High and Low se retrouve là. Donc en fait j'ai un film de chacune des dizaines, ce qui est quand même bien. High and Low se trouve en 3e place. En 2e place, c'est toujours La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Et en première, c'est toujours pour l'instant Le Silence des Agneaux, qui est un film exceptionnel. Là, mais bon, les autres s'y rapprochent, mais c'est peut-être un sentiment d'appartenance envers Le Silence des Agneaux qui fait en sorte que c'est ça, je le classe au-dessus de tous les autres, malgré que ça soit plus mainstream qu'un film de Kurosawa, des trucs comme ça. Je me sens mal aussi de le mettre en premier, mais j'ai quand même l'impression qu'on va réussir à le déclasser là, je sais qu'on va le réussir, mais c'est quand ça va être loin parce que des films que j'ai déjà vus de la collection que je sais que je vais plus apprécier, ça il y a par exemple Moonrise Kingdom qui va s'en venir au numéro 700. C'est vrai, on a pas de Wes Anderson jusqu'ici, mais numéro 75 je crois, le Rushmore qui va être notre premier c'est vrai. qu'on a, mais on a regardé à moitié, c'est ça. Et voilà, mais pour ton top 3 toi? Oui, dans le fond, moi c'est bien plate là, mais ça a pas changé vraiment, donc toujours à Marcor en 3e position, La Belle et la Bête en 2 et Le Silence des Agneaux en 1. Dans le fond, ce sont 3 films auxquels j'ai mis 4,5. Puis j'ai mis la même chose aussi à Walkabout. C'était serré, Walkabout à Marcor, là. Même je pourrais les mettre quasiment sur un pied d'égalité, là. C'est Walkabout, j'y pense tout le temps, là. C'est extraordinaire. Tous des films de la première dizaine. Mais j'espère que ça te décourage pas trop, là. C'est ça qui est l'important, là. Je pense pas. Non, non, mais Silence of the Lambs, c'est la 2e, là. Mais c'est ça, la 3e était plus faible. Je suis pas mal dans le 7-6. Puis les autres, c'est ça, je suis dans le 9. Là, mais je sais très très bien que Portrait de la jeune fille en feu, c'est un film hallucinant, que j'ai jamais vu un film de cette qualité-là, puis je le sais qu'il va le déclasser, mais c'est parce que Portrait... Il est en 1035e position. Il est loin. C'est ça, mais il y a Cold War aussi, là, qui est peut-être... Mais lui aussi, il est quand même assez tard. Là. C'était bon, mais je pense qu'on va être capable de trouver notre compte en masse. Mais avec les Armageddon, on sait jamais. Pourquoi pas, hein? On a regardé juste la bande-annonce. C'est tellement Michael Bay. Ça promet. Je pense pas que ça a super bien vieilli, mais bon. Il y avait juste le petit passage. Mais là, comment qu'on fait pour rentrer dans la croûte de l'astéroïde? We drill. la bande de drilleurs là, qu'on va chercher. J'ai hâte. Ça s'en vient, mais c'est ça. Donc, on va se retrouver pour notre prochain programme double, en fait, de David Lean, 2 adaptations de romans. David Lean qui fait les deux. Ok, c'est ça. Une adaptation de 2 romans de Charles Dickens, donc Great Expectations et Oliver Twist. Donc, on a bien hâte de présenter ça. Donc, merci d'avoir été des nôtres dans cette émission qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Vous nous en excuserez. Mais les dernières des dizaines, c'est toujours un peu plus long. Là, mais... Exactement. Mais merci d'avoir été des nôtres. Puis on se retrouve pour la prochaine émission.